5 juillet 1962, une équipe de télévision anglo-saxonne était présente ce jour-là à Oran. Elle est la seule à avoir pu tourner dans les rues de la ville pendant la chasse à l'homme. J'étais en train de déjeuner lorsque on a entendu des rafales de mitrailleuses ou de PM, de pistolets mitrailleurs. À ce moment-là, je suis monté sur la terrasse de la préfecture de police. On voyait une grande manifestation, une masse d'Algériens, et qui se sont mis à courir de tous les côtés. Alors c'est à ce moment-là qu'on a averti le général et qu'on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Aussitôt, le général Katz donne des instructions pour le moins troublantes. Elles figurent dans le JMO, le journal de marche et d'opération du secteur d'Oran que nous avons pu consulter. Il est resté longtemps classé secret défense dans les archives militaires. À 12h15, les ordres de Katz y figurent très clairement. Primo, rappel consigne rigoureuse des troupes. Secondo, troupes restent consignées. S'il est attenté à la vie des Européens, dans ce cas, prendre contact avec le secteur avant d'agir. J'avais un oncle qui s'appelait, je dis s'appelait puisqu'il n'est plus là, Gilbert. Gilbert habitait proche de Choupeau, il était gendarme. Et à chaque permission, il allait rendre visite à ses parents. Et ce jour-là, comme d'habitude, il est allé rendre visite à ses parents et devait revenir pour midi avec du pain. Ma tante, habituellement, l'attendait midi, midi et demi. Là, midi et demi est passé, personne. Elle entendait des rafales, elle entendait des fusillades, mais en fait, elle n'y prêtait pas attention parce qu'à Oran, c'était coutumier, tous les jours, à droite ou à gauche, on entendait des rafales de mitraillettes, donc elle ne s'en est pas étonnée. L'heure a passé et elle a commencé à s'inquiéter parce qu'elle entendait des you-you. Et elle a décidé de sortir, d'aller à la rencontre de mon oncle et d'aller chez les grands-parents. Au moment où elle est sortie, elle a vu arriver une foule qui était en train de crier, hurler, les femmes, les you-you. Et alors les gens brandissaient soit des armes de poing, soit des haches, soit des couteaux. Elle voyait toute cette foule s'engouffrer dans les maisons, partout. Quand elle a vu toute cette foule, elle est retournée précipitamment et ils sont allés dans la chambre. Elle s'est cachée sous le lit avec ses 6 enfants et elle a attendu. Elle a attendu et elle a entendu les Arabes rentrer. Ils ont fait tomber des meubles. Il y a eu des rafales de mitraillettes de tirer. Personne n'est venu dans la chambre. Elle est ressortie. Ils étaient indemnes. La foule avait disparu. Mon oncle aussi. Alors que la ville est à feu et à sang, le général Katz renouvelle à ses troupes l'ordre de ne pas intervenir, comme nous le prouvent ces 6 mots dans le journal de marche et d'opération. Rappel consigne troupes au sous-secteur. L'entrée principale de ma caserne donnait sur la rue. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des petits groupes d'Algériens et qu'au milieu de ces groupes, il y avait 2, 3, 4 Européens qui étaient emmenés manu militari. J'ai demandé à l'officier de permanence de m'autoriser à aller chercher, extirper ces quelques Français. Et c'est là que je me suis entendu dire par l'officier « Non, tu ne bouges pas ». En ce début d'après-midi, l'envoyé spécial de Paris Match, Serge Lenz, arrive à Oran. Il fait partie des rares journalistes présents dans la ville ce jour-là. J'ai entendu des coups de feu qui éclataient dans le coin, et alors là, je suis descendu pour voir ce qui se passait. Toute une procession de gens qui étaient visiblement
effrayés, qui se serraient les uns contre les autres et qui marchaient, mais sur les ordres de qui, je ne sais pas. Il y en avait quelques-uns qui s'étaient mis les mains sur la tête. Et c'était ceux qui, d'ailleurs, allaient se faire massacrer un peu plus tard. On avait l'impression que c'était un règlement de compte général. Serge Lenz fait son travail avec son photographe, mais les pellicules leur seront confisquées par des Algériens en uniforme. Ils n'en sauveront qu'une. Sur ces quelques clichés, les traits rares du massacre, nous voyons ici 2 Européens réfugiés dans une école, et là 4 autres sortis d'une église par un soldat algérien en armes. Pendant 2 jours, 3 jours qui suivaient, cherchant telle ou telle et telle personne. Il y a des listes qui ont été dressées d'ailleurs. Disparues. 200, 300 personnes qui se cherchaient, qui ne se trouvaient pas, dont les corps étaient nulle part. Les listes de disparus qui parviennent à l'état-major s'allongent d'heure en heure. Elles contiennent l'âge, la profession, le lieu et l'heure de la disparition, parfois les circonstances, mais les corps restent introuvables. Alors que courent des rumeurs sur l'existence de charniers au sud de la ville, le général Katz veut savoir ce qu'il en est. Le 6 juillet, il y a une reconnaissance d'hélicoptères qui a été faite en particulier sur les bords du Petit Lac. Ce jour-là, depuis l'hélicoptère, les gendarmes prennent 2 photographies, restées classées secret défense jusqu'à ce jour. Sur la première, nous voyons le long de la rive du lac une douzaine de rectangles sombres, alignés, qui sont incontestablement des charniers. Sur la seconde, nous voyons sur le sol des empreintes fraîches de bulldozers. Bulldozers qui auraient servi à creuser les fosses et enfouir les corps. Ces photographies ne seront jamais divulguées. Mais l'existence de charniers est confirmée par le témoignage de Guy Sola, dont le père fait partie des disparus. Avec 4 fossoyeurs, on s'est mis à déterrer des cadavres. Il y avait 4 franciscains avec la robe bure, marron, jusqu'aux pieds, et avec la corde blanche au dos du corps. Ensuite, j'ai vu des enfants, j'ai vu deux femmes, 2 hommes. Et au 17e, on a retrouvé mon père. Je l'ai reconnu à la veste. À l'intérieur de la veste, il y avait la griffe du tailleur, Gutiérrez. Et il avait les mêmes chaussettes que moi. On s'est arrêté au 17e corps. Mais il y en avait 140 ce jour-là dans la fosse en question. Nous avons aussi découvert dans un dossier des archives militaires un témoignage inédit. Il s'agit d'une lettre adressée en 1963 par un certain Belmokhtar à un responsable de la ville d'Oran. Il y est écrit « Étant chargé de surveillance de matériel de l'entreprise Nougaro, sise au Petit Lac, j'ai enseveli les morts tués par nos frères le 5 juillet 1962. Cette preuve de plus n'empêche pas l'adjoint du général Katz de douter encore aujourd'hui de l'existence de ces charniers. Il a eu lui-même des parents tués. Tout le monde peut imaginer que tout est dit sur le 5 juillet. En réalité, ce qui est dit par les différents intervenants, ça représente 10% de la réalité des faits. Ça, il faut bien le savoir. La principale responsabilité, bien entendu, c'est inutile de le rappeler, c'est notre sinistre de Gaulle, que tout le monde adule, et qui déjà s'est singularisé en 14-18, s'est singularisé pendant la guerre d'Indochine, et puis a poursuivi, bien entendu, le 26 mars et le 5 juillet. Ce qu'on retient, c'est qu'il y avait 18 000 soldats, effectivement, 10 régiments, pas
pas moins que ça, plus 8 bataillons. 12 000 étaient à Oran. Personne n'est intervenu, tout le monde le sait. Hormis Rabat Khedif, qui a pris des risques, qui était allé libérer des Européens au péril de sa vie, puisqu'il a été lui-même pris à partie, et ce sont ses soldats qui l'ont libéré. Quelques commandos marines également se sont singularisés, notamment en délivrant des employés de la DCAN qui étaient au port. La photo que vous voyez là, c'est mon oncle. Mon oncle a été enlevé le 5 juillet. Il a laissé 6 orphelins. Voilà. Je vais vous raconter la façon dont ça s'est passé, mais il faut voir en amont ce qui s'est passé également. Il faut savoir qu'à 10h30, 11h, un radio-amateur a lancé un appel d'urgence en indiquant la chose suivante: intervenez rapidement, les Européens sont massacrés à Oran, il faut que l'armée française intervienne. Ben, c'est resté le mur de silence. Comme le rappelaient Jean-Pierre et Roger, il faut savoir qu'à partir du 1er juillet où l'indépendance a été déclarée, effectivement, les Arabes du bled sont arrivés par centaines, et on a échappé à des massacres, puisque ces gens-là passaient, pour ceux qui connaissent, prenaient la route de la Sénia qui longeait l'aéroport d'Oran, et sur le terrain vague, des centaines et des centaines de personnes étaient là, attendaient le moment de pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'aéroport pour se sauver. Ils ont eu de la chance. Et là, on a vu la foule, avec les femmes hystériques, comme le citait le père. Mais ces femmes hystériques, il faut le savoir, ces femmes mauvaises que l'on voit, qui paraissent calmes, ce sont de véritables barbares. Elles se sont déjà illustrées, pour ceux qui se souviennent, au mois de mai 1956, où elles ont dépecé 21 soldats du contingent. Et il faut voir la façon dont elles s'y prennent, c'est pire que les hommes. Elles arrachent les testicules, elles coupent les ventres des femmes, c'est quelque chose d'affolant. Donc on voyait toutes ces femmes, les yeux rougis, le visage vraiment déformé par la haine. C'est elles qui ont lancé avec les enfants. Et puis on a vu, parce que là j'ai des témoignages notamment de Garcia, de 2 personnes, dont la dame est toujours suivie psychologiquement depuis 1952 ans. Et qui s'était réfugiée dans une poubelle. Et qui a vu. Et elle a vu des centaines de personnes encadrées par les Algériens et les ATO, les auxiliaires temporaires, qui partaient les mains levées. Des femmes, des enfants, des bébés, enfin des jeunes. Elle a vu une jeune fille tomber et elle l'a laissée sur place et elle a été massacrée par la foule. Mais elle a peut-être eu une belle mort parce qu'elle aurait peut-être fini dans un bordel. Donc ça se peut faire. Je reviens à mon oncle, Guillaume Gilbert. Il habitait un quartier proche de Choupeau. Choupeau est un quartier périphérique d'Oran. Mais avant toute chose, il faut savoir quand même que l'émeute n'est pas venue que du village nègre. Parce que dans tous les quartiers arabes, Lamur, la Cité Petite, Médioni, partout, depuis la veille, on sentait qu'il y avait un mouvement et on sentait qu'il allait se passer quelque chose. Parce qu'on le sent bien, quand on commence à entendre des you-you, quand on commence à voir les gens, on sait ce qui va se passer. Pour les gens qui ont connu la guerre d'Algérie, ils savent très bien que ce sont des préludes au massacre. Donc Gilbert, c'est son prénom, était en permission, il était gendarme. Il est allé à Choupeau, où résident ses parents, mes grands-parents, pour acheter du pain. Il est parti vers 10h30. À midi, ma tante ne l'a pas vu arriver. Midi et demi, toujours personne. Elle est sortie, et au moment où elle sortait, elle a vu arriver la foule. Et elle a entendu des cris, des you-you. Et elle a vu les gens fracasser les portes, fracasser les fenêtres. Elle est retournée immédiatement chez elle. Elle s'est couchée sous le lit avec ses 6 enfants. La plus âgée avait 11 ans, la plus jeune 6 mois. Et ils ont échappé à la mort. Ils ont échappé à la mort parce que les Arabes qui sont rentrés, qui étaient armés, ont mitraillé de partout. C'était la joie. Et donc ils ont échappé à la mort. Elle est donc rentrée en France, pas comme certains avec un cercueil, mais avec une idée, qui est devenue son mari. Et pendant le reste de sa vie, tout comme le pensent mes cousines que j'ai récemment, elle se demande comment a disparu le père. Est-ce qu'il a été pendu à un crochet de boucherie au village nègre? Est-ce qu'il a été éventré? Est-ce qu'il a été vidé de son sang? Est-ce qu'on l'a enterré sous de la chaux vive? Est-ce qu'il a fini dans une mine?
Voilà l'interrogation. Mais pire que ça, il a fallu qu'elle se batte 4 ans pour qu'on le reconnaisse que son mari avait été enlevé. Voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Et c'est la dure réflexion de se dire comment est-il mort. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Guillem.